bienvenue dans le Culture Mag. C'est le moment de passer aux arts, au spectacle et au lifestyle. On va rester ensemble une petite demi-heure pendant laquelle nous allons vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas, la star de la mandoline, Avital. Quel rapport entre l'Orient et les sonorités cristallines italiennes? Eh bien, Avital vous le dira. Au sommaire également un focus Bonnard sur Bonnard. C'est un peu facile, mais qui s'en priverait à l'heure où le musée d'Orsay à Paris fait l'événement avec la magnifique rétrospective consacrée au peintre Bonnard? Eh bien, nous nous intéresserons à son œuvre, au personnage, via des images. Nous serons en ligne avec Bruno Ulmer. Il vient de réaliser un documentaire sur le peintre édifiant. Et puis, nous resterons encore avec les maîtres, avec une exposition majeure en Espagne. Picasso, Dali, réunis sous les mêmes cimaises. Cela ne s'était jamais fait. C'est le musée Picasso de Barcelone qui est à l'initiative de cette réunion au sommet. Voilà pour le sommaire de ce Culture Mag tout beau, tout neuf. Merci d'être fidèle à nos programmes. Et la grande gagnante du jour, eh bien, c'est Ronit Elkabetz. L'actrice israélienne vient d'être nommée présidente du jury de la Semaine de la critique du Festival de Cannes. Ronit Elkabetz remettra 3 prix. C'est une habituée de la Croisette et de la France d'ailleurs, puisqu'elle vient de finir de tourner pour la chaîne Arte une série politique. Ronit Elkabetz s'enchaînera donc ensuite au mois de mai avec la Croisette et son festival. On a envie maintenant de vous faire découvrir Vivaldi, mais Vivaldi sous un autre angle. Terminer le Vivaldi dans l'ascenseur, le Vivaldi un peu gnangnan qu'on entend au téléphone en musique d'attente. Avec Avital, eh bien vous allez avoir du Vivaldi en mode Middle East. C'est le roi de la mandoline, le petit enfant chéri de Bercheva, devenu star. Son portrait, Daniel Campos, avec David Gombin. C'est l'histoire d'un homme qui savait tout faire sur sa petite mandoline. Avital, un musicien unique en son genre, connu dans le monde entier. Né de parents marocains à Beersheva, la capitale du Negev, en 1978, il débute à la mandoline à l'âge de 8 ans. Il s'inscrit à l'orchestre de mandoline pour enfants, un ensemble étonnant fondé par un professeur très charismatique. Le violoniste russe Simran Nathanson, un professeur qui s'est retrouvé à enseigner dans ce coin reculé du pays après s'être vu refuser tous les postes d'enseignants dans la région de Tel Aviv. Avital poursuivra sa formation à l'école de musique de Jérusalem, puis s'envolera pour Padoue en Italie, où il étudiera au conservatoire Cesare Pollini. Reconnu pour son jeu exquisément sensible et son agilité époustouflante, en 2010, il est le premier mandoliniste à être nominé pour un Grammy Award dans la catégorie meilleur soliste de l'année, grâce à son interprétation du concerto d'Avner Dortmann. Du Carnegie Hall de New York en passant par le théâtre du Châtelet à Paris, il s'est déjà produit dans les plus grandes salles du monde. Mais un musicien n'oublie jamais d'où il vient. Il fait honneur à ses racines marocaines à l'occasion d'une collaboration inoubliable avec le bassiste et oudiste de jazz Omer Avital. Un projet en ressort, Avital meets Avital. Grâce à ses performances exceptionnelles, il parvient à faire revivre la tradition de la mandoline et pour cela, il n'hésite pas à interpréter ses propres compositions. En 2012, il sort son premier album solo, Bach, sur le prestigieux label Deutsche Grammophon. Des interprétations de sonates et concertos de Bach qui n'ont pas fini d'impressionner. En 2013, il signe chez Deutsche Grammophon et un an plus tard, il sort In Between Worlds avec la collaboration du roi du klezmer argentin Giora Friedman à la clarinette et du célèbre accordéoniste français Richard Galliano. Dvorak, Bartók, Piazzolla, un album qui nous emmène en voyage entre fantaisie baroque et mélodie yiddish, danse populaire roumaine et même rythme de tango, comme si ces influences formaient la combinaison la plus naturelle au monde. 2 ans après ce succès, il récidive en 2015 avec un 3e album, Vivaldi, toujours chez Deutsche Grammophon. Avec l'orchestre baroque de Venise, il réinterprète les concertos italiens du XVIIIe siècle. Des compositions de Vivaldi créées à l'origine pour la mandoline et arrangées avec grande sensibilité par Avital. Un nouvel album d'Ors est déjà acclamé par les mélomanes et les critiques. Avital, l'un des plus grands musiciens de sa génération, qui a su prendre des risques. Ce qui nous rappelle que dans une success story, la chance du débutant n'existe pas.
À suivre la peinture et les maîtres. Pierre Bonnard en majesté. On va vous proposer un focus sur le personnage, sur le peintre. Mais avant cela, si vous êtes en Espagne, un petit tour au musée Picasso qui invite Salvador Dali. C'est le highlight de Sandy Fortis. Deux grands maîtres de l'art réunis en une exposition, les œuvres de Pablo Picasso et de Salvador Dali sont exposées ensemble au musée Picasso de Barcelone. 78 œuvres qui montrent pour la première fois le lien entre les deux peintres. Considérés comme rivaux, Picasso étant communiste et Dali plutôt proche de la dictature franquiste, les deux artistes se sont rapprochés après la guerre civile espagnole qui s'est achevée en 1939. Leur première rencontre dans l'atelier de Picasso à Paris a donné naissance à une relation qui influencera leur langage artistique. L'exposition évoque d'autres points communs comme l'usage du collage, l'univers surréaliste, le dialogue avec l'œuvre de Diego Velázquez, autre grande figure de l'art espagnol, et la représentation de la guerre civile espagnole. Direction la France maintenant, Paris précisément, avec une exposition unique dédiée à Pierre Bonnard au musée d'Orsay. Un Bonnard post-impressionniste, le peintre du flou qui a saisi, comme tous ses camarades devenus célèbres, ce tournant extraordinaire entre la fin du 19e et le 20e siècle, foisonnant. Un Bonnard au pinceau magnifique, à la fois ténu, léger et puissant, qui plonge les spectateurs dans un halo pictural trouble. Alors à l'heure du tout dit, du tout vu, eh bien c'est extraordinaire de rentrer dans ces œuvres où le flou, l'imprécision sont mises en avant avec beaucoup de matière. Et nous sommes très contents parce qu'on a en ligne Bruno Ulmer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur de documentaires, vous sortez un DVD très sensuel, j'ai trouvé, titré Pierre Bonnard, les couleurs de l'intime. C'est un documentaire qui est projeté au musée d'Orsay dans le cadre de cette exposition. Il est également passé sur Arte, petite séquence de rattrapage donc pour les retardataires. Bruno Ulmer, vous vous êtes attaché à la personnalité de l'artiste. C'était un homme secret, inquiétant ? Inquiétant, inquiet plutôt qu'inquiétant. Ah. Oui, pour ce film-là, j'aurais pu en fait consacrer l'intégralité du film uniquement à la peinture et à l'analyse des œuvres. Mais ce qui a été formidable pour moi, qui connaissait déjà la peinture de Bonnard, c'était en fait de découvrir ce personnage extrêmement attentif au monde, extrêmement sensible à, on va dire, à la vie domestique et à ce qui l'entoure dans les différentes maisons qu'il a habitées, et en même temps quelqu'un de replié sur lui-même, replié sur son intimité, replié sur l'intimité de son couple et de cette incroyable histoire de vie avec Marthe, sa compagne. Et voilà, c'est plutôt le personnage en fait qui m'a totalement bouleversé. J'allais dire plus que sa peinture. J'ai une passion totale pour sa peinture, oui. Mais découvrir le personnage derrière les scènes, en tout cas qu'il propose dans ces tableaux, a été pour moi vraiment une découverte extrêmement émouvante. Alors justement, Bruno, parce qu'il faut le dire à nos téléspectateurs, vous avez un parcours peu ordinaire. Vous êtes à l'origine médecin de formation, et puis vous êtes devenu artiste plasticien. Comment avez-vous enquêté pour ce documentaire? C'est pas facile. Et puis, je voulais aussi savoir si votre expérience en tant qu'artiste vous avait aidé dans l'approche du personnage. C'est plutôt lui qui m'a aidé, on va dire. C'est plutôt lui. Les recherches sont relativement simples, hein. On procède toujours un peu de la même façon. C'est lire beaucoup, lire tous les écrits, en tout cas tout ce qui a pu être écrit sur l'œuvre de Bonnard. Très peu de choses très peu de choses écrites sur la vie de Bonnard, sur sa biographie d'une certaine façon, sa vie d'homme et d'artiste, j'allais dire. Également, il faut dire aussi, je pense que c'est important, que Bonnard a peint beaucoup, énormément, mais que Bonnard a très peu écrit. Il n'a pas tenu de journal comme ça. Il n'a pas noté dans ses nombreux carnets dans lesquels il dessinait beaucoup. Il a pratiquement jamais noté ni ses états d'âme, ni ce qui lui arrivait en tout cas dans la vie. Donc il y a très peu de textes sur lui. En revanche, il y a une source documentaire qui est intéressante, c'est ses correspondances, puisqu'il a entretenu une correspondance très amicale avec un ami de jeunesse qui est Vuillard. Un autre peintre du flou et de l'intime.
Absolument, absolument. Je crois qu'ils sont vraiment partagés, en tout cas ces premières années d'apprentissage, on va dire, de la peinture. Et à un âge beaucoup plus avancé, dans les dernières années de vie de Bonnard, il y a une très très belle correspondance entre lui et Matisse. Ah, oui. Allô? Ah, oui. Ah, on a un peu perdu. Non, on n'a pas perdu Bruno Ulmer. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la personnalité de cet homme. Qu'est-ce qui vous a saisi, vous, sur cet homme qui a à la fois chevauché le 19e, le 20e siècle? On l'a vu aux images, il a fait des photos. Il faut rappeler à nos téléspectateurs qu'en 1888, Kodak commençait à distribuer des appareils photos. Donc, finalement, on a envie de dire que Bonnard est quelqu'un qui a un peu touché à tout. Il a un peu touché à tout. Évidemment, il a peint. Il a été le premier, avant Toulouse-Lautrec, il a été le premier créateur d'affiches populaires. Ça, je pense que c'est important de souligner. Il a travaillé avec Jarry dans des formes complètement, théâtrales, presque de l'animation, on dirait aujourd'hui. Il a fait de la sculpture, il a fait de la photographie, il a travaillé autant la peinture que les grands décors. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment un goût à tout et qui, jusqu'au dernier, pratiquement dans les derniers jours de sa vie, disait à un de ses neveux proches qu'il devait tout réapprendre. Alors qu'il avait, c'était en 47, il avait déjà évidemment des années de carrière derrière lui, et il avait encore cette mentalité d'enfant presque insatisfait, avec une volonté d'apprendre encore. Et ça m'a beaucoup touché dans son personnage. Alors, pour revenir à la photo, évidemment, il a, comme vous dites, il a touché à tout, mais je crois qu'il avait une préoccupation essentielle, c'était celle de fixer d'une certaine façon, alors c'est passé par la photographie, mais aussi évidemment beaucoup par la peinture, de fixer l'éphémère, parce que Bonnard avait un rapport au temps de saison, on va dire, mais aussi au temps qui passe, un rapport très, j'allais dire un rapport entêté, de vouloir absolument capter... Ce qui n'était pas captable. Ce qui n'était pas captable. Alors pas uniquement la lumière comme ont pu le faire les impressionnistes avant lui, mais de saisir des gestes, de saisir des attitudes, de saisir, je ne sais pas, juste peut-être un moment de lumière qui traverse la maison ou un moment d'abandon de Marthe, sa compagne, en train de lire, en train de boire le thé. Enfin, c'est tous ces petits moments du quotidien. De l'entre-deux. De l'entre-deux, de ces petites choses insaisissables. Donc il a essayé de le saisir par la photographie. La photographie a été importante, mais n'a pas, on va dire, influé sur son art. En revanche, elle lui a permis de réfléchir à comment saisir tous ces petits moments magiques et éphémères qui le retrouvait. Qui ont fait son talent. Merci beaucoup Bruno Ulmer. Je rappelle le titre de votre DVD, Bonnard, les couleurs de l'intime, qui est disponible un peu partout. Je rappelle également cette exposition extraordinaire au musée d'Orsay qui fait l'adhésion. De la peinture encore et toujours pour finir ce Culture Mag, mais sous un angle cette fois un peu plus politique, avec toujours à l'affiche, en France, au cinéma, le film L'Antiquaire de François Margolin. C'est un film intéressant parce qu'il met en scène l'enquête d'une jeune femme sur les tableaux spoliés à sa famille juive, et elle se bat, cette jeune femme, pour la réparation. François Margolin, le réalisateur, a voulu, avec ce film, pointer la responsabilité des autorités françaises. L'administration française est vraiment une administration qui a mis des bâtons dans les roues à toutes les familles juives pour récupérer leurs œuvres. Alors, quand je dis administration française, ça ne veut pas dire que toute l'administration française s'est opposée à ça. Aujourd'hui, en particulier, il y a des députés, il y a des gens dans les cabinets ministériels qui cherchent à restituer les œuvres. Il se trouve que, très récemment, j'ai montré le film à l'Assemblée nationale, à la commission culture et aux députés qui s'occupent de ça, parce qu'il y a eu un rapport qui est paru il y a quelques jours sur le sujet. Et ces gens m'ont raconté, ces députés qui faisaient un rapport, que lorsqu'ils sont allés au Louvre, par exemple, ils ont trouvé dans les réserves, alors qu'on leur avait dit qu'avec des croûtes dans les réserves du musée, ils ont trouvé un clou de monnaie avec derrière marqué le nom du propriétaire, son adresse de l'époque et son numéro de téléphone. C'était très facile, évidemment, non seulement pas de le retrouver lui, puisqu'il avait sans doute disparu dans les camps, mais de retrouver sa famille, ses héritiers. Donc c'est pas forcément un travail très compliqué, et il y a eu énormément de mauvaise volonté de l'administration française pour rendre les œuvres. C'est peut-être quelque chose qui change. Et heureusement qu'il y a eu dans toute cette chaîne, disons depuis 70 ans, des gens qui ont essayé de permettre la restitution des œuvres. Mais
le personnage d'Esther dans mon film, c'est un personnage qui est la 3e génération, parce que je crois que il y a eu une première génération qui a soit disparu dans les camps, soit qui a voulu se reconstruire en oubliant tout ce qui s'était passé, en voulant vivre, et les tableaux étaient une petite chose pour eux par rapport au fait d'être vivants. Et ensuite, il y a eu une autre génération, qui est la génération, disons, de mes parents, qui est une génération qui ne voulait pas entendre trop parler de ça, parce que voilà, c'était plutôt du mutisme, qui est le personnage du père, voilà, qui est joué par François Berléand. Et il y a une génération qui arrive aujourd'hui, qui est celle qui n'a pas de scrupules. Qui veut enquêter. C'est vous, d'une certaine façon. Oui, Esther, c'est moi, vous. ou même les gens encore plus jeunes que moi. En tout cas, c'est moi, voilà, qui veulent qu'on sache la vérité. Voilà, c'est fini. À demain, même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.